2, France Maghreb 2. Allez, merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler juridique, évidemment, avec Maître Maghrebi Mansouri, les amis. Elle est spécialisée dans le droit du travail, droit de la santé, droit pénal. Elle est rattachée au barreau de Paris et au cabinet BMM. Bonjour Maître Maghrebi. Bonjour Medjed, bonjour à tous les auditeurs. J'espère que vous avez passé une excellente semaine. Quel plaisir de vous retrouver. On a passé une excellente semaine, Plaisir partagé. Vous nous avez tellement manqué. Vous êtes de retour, Maître, avec un nouveau thème aujourd'hui. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui alors? Alors, aujourd'hui, le thème que j'ai choisi est un thème en réalité qui a été choisi par les auditeurs puisqu'on avait eu une question il y a quelques semaines en ce qui concerne ça. Oui. On va parler de la caution bancaire. De la caution du locataire, pardon. Locataire. La caution du locataire. Bien. Qu'est-ce que c'est que la caution du locataire? Tout à fait. Alors, si tu te souviens, Medjed, et si vous vous souvenez, chers auditeurs, il y a quelques semaines, on avait eu une personne qui nous avait appelé effrayée parce que elle devait rembourser le montant du loyer d'une personne pour laquelle elle s'était portée caution. Et elle voulait savoir si elle était obligée de rembourser ou pas, parce qu'en réalité, elle n'avait pas mesuré l'ampleur de l'engagement qu'elle avait pris au moment où elle l'avait pris. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la caution est un engagement. La caution, c'est une personne qui va faire ce qu'on appelle un acte de cautionnement. C'est-à-dire qu'elle va s'engager à l'égard du propriétaire qui va louer l'appartement ou la maison à payer les dettes locatives à la place du locataire qui va être défaillant. Donc c'est très important de bien prendre conscience que lorsque vous signez un acte de caution, donc quand vous faites un cautionnement, eh bien en réalité, si je schématise, c'est comme si vous étiez vous-même en train de louer le bien, parce que vous vous engagez exactement aux mêmes dettes qui vont naître de cet acte de cautionnement. Donc vous allez vous engager très exactement à payer donc les dettes du locataire. Mais qu'est-ce que ça comprend, les dettes du locataire? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les dettes locatives, ce ne sont pas uniquement les loyers. Vous vous engagez et vous vous portez caution, c'est-à-dire que vous devez payer le loyer et les charges qui découlent de ce loyer, voire éventuellement les intérêts qui vont être mis à la charge du locataire si jamais il est dans le cadre d'un retard de paiement. Et hélas, très souvent, lorsqu'on en vient à vous solliciter, lorsqu'on met en œuvre la caution du locataire, c'est que généralement on a essayé de récupérer l'argent auprès du locataire, qu'on a mis en place des intérêts de retard, qu'on a mis des pénalités de retard, qu'on a mis en place des frais d'huissier et que il n'a pas réussi à payer. Donc le propriétaire va se retourner contre vous pour récupérer son argent. Donc ça, les dettes locatives, ce sont les loyers, les charges, les intérêts et les frais également. Et ça, c'est très important de le savoir, les frais de remise en état du logement. C'est-à-dire qu'à la fin du contrat de location, au moment où il remet les clés, s'il s'avère qu'il remet le logement dans un état tel que ça nécessite des travaux, par exemple, il y en a beaucoup qui parce qu'ils n'ont pas payé leur loyer et qui sont expulsés, vont s'amuser à casser les radiateurs, déchirer le papier peint. Bon, il y en a beaucoup, hélas, et on le voit beaucoup trop souvent. Et bien là, sachez que les frais de remise en état du logement qui sera dégradé sont aussi font partie de la dette locative qui seront à la charge donc de la caution. Maintenant, une fois qu'on sait ce qu'est exactement l'engagement de caution du locataire, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a plusieurs conditions de validité de l'acte de cautionnement. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas engager votre responsabilité et solliciter la mise en place du paiement, notamment par la contrainte, si les conditions de rédaction de l'acte de cautionnement n'ont pas été respectées. Parce que dans la forme, ce qu'il faut savoir, c'est que la caution doit absolument et obligatoirement être un acte écrit. Vous ne pouvez pas vous engager verbalement à être caution. Ça doit absolument être fait par écrit. Ça va être soit sous un acte sous seing privé ou un acte authentique. C'est-à-dire que ça va se faire entre des personnes ou devant notaire. Mais il faut absolument que ce soit fait par écrit. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la caution va écrire un texte. Il y a des mentions qui sont obligatoires et qui doivent absolument être écrites à la main. Il faut absolument que lorsque vous vous engagez pour la personne, pour que cet acte de cautionnement soit valable, vous ayez écrit
à la main, donc de votre propre main, le montant du loyer en chiffres et en lettres, ainsi que les conditions de sa révision. Vous devez indiquer exactement les sommes maximales de cautionnement. Vous devez également exprimer clairement votre engagement. C'est-à-dire que je vais très simplement vous lire exactement l'article de loi que vous devez reproduire à la main. Lorsque le cautionnement d'obligation résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée. Ça c'est les conséquences si jamais vous ne respectez pas si cet article ne figure pas. Ce que je vous lis là, c'est ce qui doit absolument figurer dans l'acte de cautionnement pour qu'il soit valable. Si ça ne figure pas, eh bien on ne pourra pas engager votre responsabilité. Donc c'est très important de vérifier que cet article est bien reproduit dans l'acte de cautionnement. Donc je reprends, je vous prie de m'excuser. Donc lorsque l'acte de cautionnement d'obligation résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée, ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse d'un contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, ou au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. Donc là, vous avez, si vous voulez, la condition de validité du cautionnement. On dit bien quelle est sa durée, comment est-ce que vous pouvez y mettre fin et de quelle manière vous pouvez y mettre fin. Si cet article ne figure pas dans l'acte de cautionnement, eh bien sachez qu'on ne pourra pas vous réclamer valablement le paiement des loyers. Donc, comme je vous le disais, au niveau, donc pour conclure surtout, au niveau de la durée de votre engagement, parce que c'était le problème qu'on avait eu il y a quelques semaines, la personne, elle avait fait ça pour son beau-fils ou sa belle-sœur, je sais plus. En tout cas, pour une personne qu'elle connaissait pas vraiment, avec qui elle était plus du tout en contact, et plusieurs années après, on a engagé sa responsabilité et on lui a demandé de payer des loyers alors qu'elle était même plus du tout en contact avec la personne. Alors sachez que au niveau de l'acte de cautionnement, lorsqu'on est il y a plusieurs sortes. Si aucune durée d'engagement ne figure dans l'acte, sachez que la caution vous pouvez y mettre fin à tout moment en envoyant un courrier par accusé de réception. Et il y aura pas de souci. Mais généralement, l'acte de cautionnement prend fin à l'expiration du bail, c'est-à-dire qu'il est lié avec le bail. Tant que le bail court, tant que vous êtes caution. Donc si vous ne prenez pas l'initiative d'y mettre fin, eh bien sachez que même si vous n'êtes plus en bon terme avec la personne que vous avez voulu dépanner, eh bien vous êtes toujours caution et on pourra venir solliciter le paiement des loyers, des charges, des intérêts et éventuellement des frais d'huissier ou tout autre frais qui seront nés de ce contrat de location. Donc faites très attention lorsque vous décidez de devenir la caution d'un locataire, vous vous engagez à payer énormément, c'est-à-dire le montant du loyer, les charges, les intérêts et tous les frais qui sont autour, et vous vous engagez du coup à payer peut-être même plus que le locataire lui-même, sachant que très souvent, hélas, si on en vient à engager votre responsabilité pour payer le loyer, c'est que lui n'est pas solvable et que vous pourrez jamais récupérer votre argent. Eh ben dites donc les amis, voilà une belle mise en garde. Eh ben voilà, bon je vais vous donner ma caution, maître Maghrebi. Bien réfléchir avant d'être caution du locataire, parce qu'on a l'impression que c'est un acte anodin, alors que pas du tout, c'est vraiment un contrat qui vous engage et qui vous engage sur la durée. Ouais, faites attention. Bon, merci beaucoup maître pour ce thème. Eh bien ça y est, c'est parti chers auditeurs et auditrices, on fait de la radio ensemble. La consultation instantanée, vous pouvez nous appeler dès maintenant au standard pour poser toutes vos questions à maître Maghrebi. C'est entièrement gratuit, quelle que soit la question. Eh bien vous nous appelez au 0800 92 23 99 50 étoiles. Et le choix numéro 1, que vous soyez à Paris ou en région parisienne, mais aussi tous nos auditeurs de province. Et questions sur le droit des étrangers, questions sur le droit du travail, quelle que soit la question, maître Maghrebi, avec ses connaissances exceptionnelles, vous répondra dans un instant. Donc je veux qu'on explose le standard aujourd'hui. Sous le froid les amis, vous êtes dans les voitures, vous entendez l'émission, ça vous plaît? Vous avez une question à poser à maître Maghrebi? Pas une minute à perdre, à tout de suite au standard. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On répond gratuitement les amis, c'est la consultation instantanée. 0892 23 99 50. À tout de suite au standard.
France Maghreb 2, France Maghreb 2. Et nous sommes de retour avec Maître Maghrebi Mansouri du cabinet BMM, rattaché au barreau de Paris, spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Je vous rappelle également que vous pouvez prendre un rendez-vous avec Maître Maghrebi Mansouri pour toute difficulté sur un dossier. Elle peut vous aider et en général, elle gagne toujours. Si vous voulez la joindre, eh bien vous pouvez la joindre au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96, c'est son numéro de téléphone pour prendre un rendez-vous avec elle. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on a déjà des questions gratuites sur l'antenne au standard 0892 23 99 50. On va partir direction la Moselle avec Karim qui nous appelle de Metz. Bonjour Karim. Bonjour. Comment allez-vous monsieur Karim? Ça va, merci. Bon, je vous présente Maître Maghrebi, elle va répondre à votre question. Bonjour maître. Bonjour Karim. Ma question en fait, c'est par rapport à une demande de naturalisation. Oui. Donc, je fais une demande de naturalisation au niveau de la préfecture de Nancy. Et en fait, c'est la plateforme de naturalisation. Donc, j'ai eu un ajournement il y a 15 jours de ça. Une réponse. Donc, Un ajournement, oui. De combien de temps? 2 ans? La notification d'ajournement le 15 novembre. C'est un ajournement de combien de temps? C'est un ajournement de 2 ans. De 2 ans, oui. Alors, le motif d'ajournement, c'était, j'étais contrôlé en 2014, un nouvel an, pour une conduite du véhicule en état d'alcoolémie, quoi. Donc, j'ai eu une suspension de permis de 6 mois, 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et j'ai pas eu d'amende. Parce que j'ai eu un avocat, donc j'ai pas eu d'amende. Donc, le motif d'ajournement, c'était ça. Est-ce que je pense de faire un recours? Est-ce que ça va marcher? En fait, les démarches à suivre pour ce recours, quoi. Alors en fait, ce que vous auriez dû faire, il aurait après c'est fait. Avec des si, on refait le monde. Hein. Mais je pense que vous auriez dû aller voir un avocat avant de faire votre demande de naturalisation. C'est-à-dire que là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un. Est-ce que votre avocat, au moment où il a plaidé votre dossier, il a demandé à ce que ça figure pas dans votre casier judiciaire? Non, j'ai pas demandé. D'accord. Bon, après ça change rien. Mais quand on a une condamnation ou quand on est par exemple placé en garde à vue à la suite d'une infraction qu'on aurait pu commettre et qui se termine par quelque chose, par exemple un rappel à la loi ou autre, on est souvent fiché sur ce qu'on appelle le fichier TAJ. C'est le fichier des antécédents judiciaires qui est automatiquement consulté dans le cadre d'une demande de naturalisation. Il suffit que votre nom figure sur ce fichier et qu'il y ait une mention inscrite dessus pour que votre demande soit ajournée, soit refusée. Donc ce qu'il faut faire généralement avant de faire votre demande, c'est saisir le procureur pour demander l'effacement de votre fichier. C'est-à-dire que là, si vous faites un recours de la décision d'ajournement, je pense pas qu'elle puisse aboutir dans la mesure où le motif qui est invoqué est un motif légitime. Vous êtes fiché TAJ. Et du coup, vous avez eu une condamnation et vous n'avez pas demandé l'effacement. Donc là, ce qu'il faudrait faire, et c'est peut-être la raison pour laquelle vous n'avez pas eu un refus, mais simplement un ajournement de 2 ans, comme ils savent que vous pouvez demander cet effacement auprès du procureur, en gros, ils vous laissent 2 ans pour saisir le procureur, faire l'effacement et renouveler votre demande. D'accord, il faut que je respecte les 2 ans là d'ajournement. Là, de toute façon, vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé de les respecter les 2 ans parce que même si vous faites un recours, je vois pas comment vous pouvez le gagner. Parce que les conditions de naturalisation, elles sont assez simples et il y a la condition de bonne moralité et c'est la raison pour laquelle on vérifie que vous êtes à jour au niveau de vos amendes, au niveau de vos impôts et surtout que vous n'êtes pas fiché TAJ. Donc ça, nous, on le vérifie toujours avant de déposer une demande de naturalisation. Toujours vérifier le TAJ. Et s'il y a le moindre doute, on demande l'effacement. D'accord. Par contre, en fait, c'est quand même, ça date de 2014, l'infraction. Ah oui, mais une fois que vous êtes inscrit, vous êtes inscrit. Tant que vous en demandez pas l'effacement, ça sera indiqué. Ça reste à vie. Il faut que vous le demandiez. Et le fait que ça soit ancien, ça jouera en votre faveur au moment où vous allez saisir le procureur pour lui demander l'effacement. Il faudra mettre en avant un motif. Voilà, vous dites que depuis 2014, vous n'avez pas du tout recommencé, que ça vous a servi de leçon, et en plus 2014, vous êtes toujours sous le coup du sursis là. C'est pas terminé, parce que c'est 5 ans. Non, si, 1 mois avec sursis, c'est 5 ans le sursis. Donc si c'était 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. Donc jusqu'à 2019.
Donc voilà, vous pouvez leur dire que pour l'instant vous respectez bien votre sursis, que vous n'avez pas du tout de difficultés par rapport à ça et que vous avez besoin de votre nationalité française, je sais pas, pour raison professionnelle ou autre. En tout cas, vous mettez en avant un intérêt légitime et puis vous demandez à ce que ça soit effacé. Oui. Voilà. Mais là, il faudra vérifier votre casier du coup parce que vous avez une condamnation aussi. Parce qu'il faudra l'effacement du TAJ et peut-être de votre B2 aussi. Mais pour le B2, pour savoir si c'est indiqué, vous pouvez le demander sur Internet. D'accord, en fait, moi, le casier judiciaire, le bulletin sur le bulletin 3, il y a rien, il y a pas d'infraction, donc je savais pas qu'il existe un bulletin numéro 2 qui, en fait, ils ont trouvé ça sur le bulletin numéro 2. Ouais, il faut vérifier. Donc, voilà. Et ben voilà, vous demandez l'effacement du casier bulletin numéro 2 et l'effacement du TAJ surtout, d'accord? D'accord. Et ça s'écrit comment, TAJ? TAJ. TAJ. Sinon, vous tapez fichier des antécédents judiciaires. C'est le traitement, en fait, c'est traitement des antécédents judiciaires. Vous tapez fichier des antécédents judiciaires, vous allez trouver. Ou en écrivant, vous dites au procureur que vous souhaitez l'effacement de votre TAJ, ils savent très bien ce que c'est. Ou alors vous demandez à votre avocat, vous étiez en contact avec un avocat, donc vous pouvez lui demander de faire la démarche. D'accord. Voilà, monsieur, en tout cas. Je vous remercie beaucoup, maître. De rien, bon courage à vous. À bientôt. Merci à vous. Salut. De rien. À bientôt. Bah oui, il faut faire très attention. Vous faites bien de le dire, maître Maghrebi, pour les dossiers de naturalisation, d'être top du top. Hein, moi, je conseille vraiment les personnes qui souhaitent faire une demande de naturalisation, vraiment d'aller voir un avocat avant de déposer le dossier, ne serait-ce qu'une consultation pour savoir si la personne remplit les conditions, parce que vous pouvez avoir l'impression sur le papier en regardant les documents qu'il y a à fournir que vous remplissez les conditions et que vous pouvez l'obtenir parce que vous avez les 5 ans, parce que vous avez un travail, mais des fois, il y a certaines subtilités qui font que votre demande de naturalisation n'aboutira pas. Je vais donner un exemple. On l'a par exemple le cas du monsieur avec le TAJ ou avec la condamnation qu'il avait. Je pense qu'il s'imaginait pas qu'il n'allait pas pouvoir avoir sa nationalité française parce que souvent on fait pas le lien entre les deux. Mais il y a par exemple une personne qui va avoir un super contrat de travail. Elle est en CDI, elle gagne 3 fois le SMIC, mais ça fait qu'1 an qu'elle a son contrat. Bah pour 1 an de CDI avec plus que le SMIC, et ben on peut avoir un ajournement de 2 ans. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment faites attention. Attention. Allez, on continue à accueillir vos questions gratuites à Maître Maghrebi. Elle est professionnelle. Elle sait tout sur tout. Les questions gratuites, c'est maintenant. Oui, presque, en tout cas. 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1. On vous intercepte directement au standard. 0892 23 99 50. Sans plus attendre, on a un autre appel d'un autre auditeur qui est sur la route. Allô, bonjour, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Rappelez-moi votre prénom. Moustapha. Moustapha, Maître Maghrebi vous écoute. À la base, c'était pour avoir un renseignement, mais je vais quand même poser une question à Maître Maghrebi. Alors. C'est juste pour un renseignement. Maghrebi. C'est Maghrebi, hein, pas Maghrebi. Voilà. Je suis d'Algérie, donc j'ai la double nationalité, donc le passeport français puis algérien. Et quand j'ai été là-bas pour accompagner mon frère, parce qu'il devait se marier au consulat, là, je me suis aperçu qu'on pouvait pas rentrer. Ils ne laissaient pas rentrer au consulat, même avec le passeport français. Il fallait avoir un rendez-vous. Alors j'étais étonné. Donc je voulais savoir si c'était normal. Alors ça c'est alors là après ça va dépendre des règles de fonctionnement du lieu, ça va pas vraiment on va pas trouver ça dans les textes. Ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous allez dans un consulat par exemple français à l'étranger, lorsque vous êtes dans le consulat français, vous êtes en France et c'est les lois et c'est régi par les lois françaises. Maintenant, je pense que ça doit être dans leur règlement intérieur ou dans les conditions de fonctionnement. Ils ne permettent l'entrée sans doute que sur rendez-vous, mais il y a pas de texte par rapport à ça. Disons qu'ils ont mis des vigiles, hein. J'étais étonné, il y a des vigiles, parce que ici au consulat algérien, il n'y a pas de vigiles français qui empêchent les Algériens de rentrer. Vous comprenez ce que je veux dire? Et je me suis dit qu'en tant que Français, quand les Français sont à l'étranger, s'ils ont des problèmes ou quoi que ce soit, qu'ils vont au consulat, généralement ils laissent rentrer dans les pays autres pays. Et donc les Français ne peuvent rentrer au consulat français que sur rendez-vous. C'est ce qu'il vous a dit. Non, c'est une question que je vous pose. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, c'était une question que je vous posais. Je vous disais donc là-bas, les Français ne peuvent rentrer au consulat français que sur rendez-vous. Voilà, que sur rendez-vous, c'est ça. D'accord. Bon, bah c'est curieux, étrange. c'est étrange parce que mais bon, c'est possible. Après, il y a peut-être eu il s'est peut-être passé un événement que. Non, mais ça. J'étais sur place, hein. C'est même, ils vous reçoivent même pas. C'est des vigiles qui vous refoulent, hein. Ils vous refoulent directement.
Oui, Donc, ils ont j'étais peut-être étonné, eu un moi, j'ai dit, problème qui a voilà. fait qu'ils Enfin ont... bref, c'est pas grave, on est habitué de toute façon maintenant. Juste un petit renseignement pour M. Mejahed. Ouais. Vous savez, demain, à Épinay-sur-Seine, je crois qu'il y a une vente pour une association de vêtements. Et j'ai la rue, c'est Salvador Allende, mais je me rappelle peu du numéro. Alors Vous pouvez là- me confirmer? Alors là, mon cher ami, je n'en sais strictement rien. J'ai jamais entendu cette info. Vous l'avez entendu où? Bah, hier, dans votre radio, elle était à l'antenne, la demoiselle qui fait la vente de vêtements pour, vous savez, la vente de vêtements pour une association, puis qu'il y a une partie qui va pour les associations. Ouais, ça, Non, c'est vrai. Elle est passée dans l'émission Le Grand Forum. Ah oui, bah non, malheureusement, j'étais pas à l'écoute, mon cher ami, hein. Oh, bah, c'est pas grave, je vais me débrouiller, je vais essayer de voir ça. Y a pas de Ok, bah, souci. c'est gentil, en tout cas, bonne continuation. Allez, merci, bonne continuation, à bientôt. Merci beaucoup de votre appel, en tout cas. Et on continue d'accueillir vos appels. Oui. Juste pour le monsieur, je crois que c'est au numéro 15. Hein. Ah, Mais je suis pas sûre. bah, numéro 15. Bon, bah alors voilà. Je crois. Bon, bah alors c'est le numéro 15, Je mon crois que cher c'est au ami. numéro 15, mais sous toute réserve, hein, parce Sous toute que réserve, oui. sur Internet, c'est ce qu'ils disent. Ah bah voilà, donc c'est le numéro 15 d'après ce que dit Internet, voilà, tout simplement. En quelle rapidité, Maître Maghrébi, c'est dingue. On continue d'accueillir vos appels, vos questions gratuites en direct à l'antenne, vous êtes les bienvenus, chers auditeurs et auditrices, il suffit d'appeler le 0892 23 99 50, étoile et le choix numéro 1, pour toutes vos questions gratuites à Maître Maghrébi concernant un dossier, voilà. On a parlé de la naturalisation, si vous avez déposé une demande de regroupement familial, si vous subissez des dysfonctionnements au travail, du harcèlement, des pénibilités, droit de la santé aussi, Maître Maghrébi est aussi efficace aussi dans le droit de la santé, bref, tout ce que vous voulez, droit de la famille également, il suffit de nous appeler et de passer à l'antenne, vous pouvez aussi appeler en anonyme, il n'y a pas de souci, je rappelle le numéro de téléphone, oui, les demandes de visa aussi, souvent aussi, on nous pose les questions, vous pouvez nous appeler aussi, vous avez subi l'escroquerie, été victime d'une escroquerie, d'une arnaque, pareil, eh bien vous nous appelez et vous passez à l'antenne, il n'y a pas de souci. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 et on enchaîne tout de suite avec un nouvel appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? C'est Chérif. Chérif, vous nous appelez d'où, Chérif? Je vous appelle de la région parisienne. Bien. Chérif, Maître Maghrébi vous écoute. Allô, bonjour maître. Bonjour, shérif. Oui, je vous appelle pour un renseignement. Oui. Par rapport à la retraite de réversion de ma mère. Mon père, il était décédé en 2014. Et ma mère, elle vit en Algérie. Et on a fait une demande depuis 2014 pour une retraite de réversion. Et il a eu des problèmes par rapport au nom parce qu'elle a un compte en devise. On lui a ouvert un compte en devise dans une banque à Alger. Et il y avait un problème de nom. Donc depuis mars 2018, la CNAV elle a répondu comme quoi maintenant tout est OK. Mais depuis mars 2017 plutôt, depuis mars 2017, elle n'a rien reçu. Elle n'a pas touché un sou. Alors là, on vous avait dit qu'il n'y avait pas de souci, qu'elle avait le droit à la retraite de réversion. Absolument. Absolument. D'accord. Et vous avez une décision écrite? Absolument. Normalement, depuis mars 2017, il devait commencer le versement parce que, comment dirais-je, le nom, on a rectifié le nom au niveau de la banque. Oui. Et tout, normalement, tout devait être OK, quoi. Et depuis, rien. Quand on les appelle, ils disent qu'ils vont relancer ça au niveau du service paiement. Mais au jour d'aujourd'hui, rien du tout, quoi. Alors, je pense que vous devriez reformuler votre demande par recommandé avec accusé de réception et leur préciser que... Et on l'a fait le dernier recommandé qu'on a envoyé, c'était au mois d'août. D'accord. J'ai Et vous envoyé avez de mis quoi France. dans le courrier? J'ai envoyé de France, elle a envoyé d'Algérie. Oui. Et, mais rien, même quand je les appelle d'ici, déjà, ils ne veulent pas me répondre. Et ils me demandent de leur passer ma mère. Donc ma mère, elle parle kabyle, elle parle pas français. Et un peu arabe. Et ma mère, une fois, elle leur a parlé d'Algérie. Et rien, jusqu'à maintenant, rien. Alors, mais dans votre courrier, vous avez mis quoi exactement? Dans le recommandé que vous avez envoyé au mois d'août? J'ai mis les relevés, comme quoi elle touche la retraite algérienne. Oui. Parce que eux croient, je me suis dit peut-être qu'ils croient qu'elle est, comme elle est âgée, qu'elle est décédée. J'ai mis les relevés comme quoi elle a jour jusqu'au mois de juillet 2007, depuis le décès de ma
la retraite reversion algérienne. J'ai mis, parce qu'elle touche toujours la retraite complémentaire de mon père, ici en France, elle la touche régulièrement. Elle touche comment on appelle ça, le pension, une partie du pension des anciens combattants de mon père, au niveau du consulat de France. Donc, D'accord. j'ai mis tout ça, quoi. Alors non, en fait, ce qu'il faut faire, c'est, alors, il y a deux solutions. Soit vous essayez de voir au niveau de la caisse si vous pouvez saisir le médiateur. Il y a toujours un médiateur normalement dans ce genre de dans ce genre de structure. Vous essayez de voir s'il y a un médiateur, vous le contactez. Si vous n'arrivez pas à avoir les coordonnées du médiateur. Il n'y a pas un bureau, c'est-à-dire quand je demande. Oui, non, mais quand je vous dis saisir le médiateur, c'est vous lui écrivez. Et s'il n'y a pas de si vous n'arrivez pas à avoir le médiateur, dans ce cas-là, vous faites un autre recommandé avec accusé de réception, mais dans ce recommandé, vous les mettez en demeure de mettre en place les paiements dans les plus brefs délais, faute de quoi vous allez saisir les juridictions compétentes en faisant un référé à injonction. Vous avez fait un référé à injonction? Non, écoutez bien le courrier, écoutez bien, c'est important. Écoutez le courrier qu'elle vous dit pour les faire réagir. Est-ce que vous avez fait un référé à injonction ou les avez menacés? Au mois d'août, je l'ai fait au nom de ma mère, parce que ma mère c'est pas quoi, voilà, soit ils commencent les paiements, soit je vais les assister au tribunal. Ce qu'il faut leur dire, c'est que vous allez faire un référé à injonction. Et vous leur avez dit ça il y a 4 mois. Est-ce que depuis vous avez saisi le tribunal? Non, j'ai pas saisi le tribunal. Parce que si vous dites quelque chose, il faut le faire. Parce que si vous affirmez quelque chose et que vous le faites pas, bah vous aurez plus de crédit. C'est-à-dire que pour eux, c'est un courrier qui a pas de valeur. Donc ce qu'il faut, c'est vous faites un recommandé au directeur de la caisse, en bonne et due forme, dans lequel vous lui dites que vous souhaitez la mise en place dans les plus brefs délais de la pension de réversion de votre mère, faute de quoi vous saisissez le tribunal compétent en référé à injonction. Voilà, et que vous demanderez les dommages et intérêts qui en découlent. Voilà, écoutez bien la phrase. C'est-à-dire le tribunal en référé, c'est-à-dire que dans ce cas, il faut que je prenne un avocat, non? Non, c'est pas obligatoire. Pour le référé, l'avocat est pas obligatoire. Vous pouvez le faire tout seul. Et je vais écrire à qui? Là, vous écrivez au directeur. Faut le faire étape par étape. Vous écrivez au directeur. Le directeur de la CNAV. Voilà. Vous écrivez au directeur de la CNAV. Vous lui demandez de mettre en place les paiements dans les plus brefs délais. Faute de quoi, vous allez faire un référé à injonction. Vous allez mettre en place les voies de recours compétentes. Vous faites ça. Et puis si ça fonctionne pas, vous lui laissez un délai d'1 mois. Et si dans 1 mois ça fonctionne pas, vous nous rappelez et je vous expliquerai comment faire. Ok. Alors, référé avec... Le courrier, je l'envoie de France ou je l'envoie Oui, vous l'envoyez de France. Bah oui, faut que c'est mieux de l'envoyer de France si vous êtes en France, parce que du coup, c'est plus facile de saisir les juridictions. C'est pour sa maman, en fait. Moi, je me dis, ils vont me dire, c'est à votre mère de faire ça, c'est pas à vous. Bah, vous lui demandez une procuration. Je sous-signé, madame, donne procuration à mon fils Bah voilà, vous mettez en copie, en pièce jointe, voici la procuration qui me donne droit de écoutez bien, on va redire une dernière fois la lettre que vous allez écrire. Alors c'est quoi, maître? Donc il envoie déjà, il vérifie s'il y a un médiateur au niveau de la caisse. Oui. Parce que s'il y a un médiateur, vous écrivez au médiateur, où là vous pouvez expliquer la situation, vous dites que vous avez déjà écrit, que votre mère elle est dans une situation où elle a besoin que la pension soit mise en place. Bref, vous expliquez la situation et que vous lui demandez de faire l'intermédiaire entre vous et la caisse. Normalement, c'est son travail, donc il le fera. Mais si il n'y a pas de médiateur, et ben dans ce cas-là, vous écrivez au directeur de la caisse. Vous envoyez un recommandé avec accusé de réception. Pas pour expliquer ce que vous avez déjà fait ou autre. Vous mettez à la limite juste une copie de son droit à pension de réversion. Vous dites que depuis telle date, votre mère a le droit à une pension de réversion, que depuis la notification de la décision, elle n'a toujours pas perçu aucun euro, alors que normalement c'est censé être versé dans les plus brefs délais, qu'ils ont manqué à leur obligation et que c'est soit ils mettent en place le versement au plus vite, soit vous allez saisir les juridictions compétentes, voire même mettre en place un référé à injonction. Et demander les dommages et intérêts qui en découlent. Voilà, qui vont en découler. Voilà. Ok. Si par exemple, il n'y a pas de réponse d'ici là. Vous nous rappellerez à ce moment-là. Et je vous réexpliquerai, parce que c'est une autre procédure et qui est aussi qui peut être aussi compliqué. Donc, vous voyez, étape par étape. Et vous nous tenez au courant si ça marche, en tout cas, d'accord? D'accord, je vous remercie. Allez, à bientôt. Bon courage. Merci, maître Maghrebi, d'éclairer nos auditeurs, évidemment, par rapport à tous les dossiers et qui vous donnent les clés, évidemment, pour que votre situation aboutisse. Dans un instant, d'autres questions en direct à la radio 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 0892 23 99 50. On vous répond gratuitement en direct
direct à la radio. 0800 92 23 99 50. Maître, on se repose et on revient très vite avec À tout de plein de suite. questions. À tout de suite. Maghreb 2. Et merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2. Vous êtes en compagnie de Maître Maghrebi Mansouri pour l'émission Parler Juridique. Elle répond à toutes vos questions gratuitement au 0800 92 23 99 50. Si vous cherchez un avocat compétent, professionnel, si vous avez besoin d'une avocate justement pour des dossiers et que vous voulez prendre un rendez-vous avec elle, eh bien vous pouvez la joindre à son cabinet au 06 12 14 34 96. Notez son numéro de téléphone. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi spécialisé dans le droit du travail, droit de la santé, droit des étrangers, le droit pénal. Une avocate efficace et très honnête. 06 12 14 34 96 pour les prises de rendez-vous. Maître Maghrebi, on va accueillir d'autres appels. Et on a depuis tout à l'heure qui nous attend, on va la prendre. C'est Nada qui est au téléphone. Bonsoir Nada, bonjour. Bonjour. Bonjour Nada. Bonjour madame. Donc j'ai une question s'il vous plaît par rapport au regroupement familial. Donc moi je suis de nationalité belge. J'habite en France. Je travaille ici aussi. Je souhaiterais faire un regroupement pour ma mère qui vit en Algérie. Est-ce que cela est possible et pas ou pas? Je voudrais savoir. Alors, tout dépend si vous remplissez les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial. Donc là, vous vivez en France, vous êtes en situation régulière depuis plus de 18 mois? Oui. D'accord. Comme je travaille et je sais pas, comme vous voulez dire situation régulière. J'ai tout ce qu'il faut, la sécurité sociale. Je vous pose la question parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que vous êtes belge que vous êtes forcément en situation régulière en France. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'à partir du moment où on est européen, on est forcément en situation régulière quand on va s'installer dans un pays européen. C'est un petit peu plus complexe que ça. Mais là, si vous me dites que vous travaillez, donc normalement vous avez dû être régularisé dans le cadre du travail. Donc là, par rapport à ça, a priori, il devrait pas y avoir de difficultés. Il s'agit de faire venir votre mère, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Elle a essayé 3 visas comme elle travaille pas, elle c'est une femme au foyer. Donc il a fait tentative de 3 visas. Bon, sans hébergement et tout, c'était juste touristique. Oui, parce que normalement, donc, en fait, la procédure, excusez-moi, je vous coupe, parce que normalement, la procédure de regroupement familial, elle va concerner les époux ou les enfants. Ouais. D'accord. Donc après, faut essayer de voir ce que vous pouvez faire. C'est à la limite peut-être essayer de vous rapprocher de votre mairie. Parce que souvent avec la mairie, on peut avoir des documents qui permettent de faire venir les parents lorsqu'ils sont à l'étranger. Mais après, ça c'est pas vraiment une procédure. Faut voir avec votre mairie, parce que je sais qu'au niveau de certaines mairies, il y a des choses qui peuvent exister. Mais la procédure de regroupement familial en tant que telle, c'est pour les époux et les enfants. Les époux et les enfants. Ouais. Donc ça sera pas possible à mon avis. Je pense que ça va être très compliqué, ouais. Ce qu'il faudra, sinon, tenter là, on avait déjà eu un appel aussi par rapport à ça. Il y en a beaucoup qui passent par le titre de séjour visiteur. Essayez de voir si elle peut pas bénéficier du titre de séjour visiteur. Qui serait le plus simple, je pense. Ce qui serait le plus simple. Elle a juste à prouver qu'elle peut subvenir à ses besoins et c'est beaucoup plus simple. Ouais. Oui, en fait, c'est pas vraiment pour vivre, mais ça facilite les allers-retours, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est le titre de séjour visiteur, généralement, qui est le plus approprié. Plus approprié. Et ça, je peux me renseigner auprès de la mairie. La préfecture. Ça va être la préfecture. Bien sûr. Après, ça va être elle, en fait, qui fera la démarche auprès du consulat là-bas directement, en Algérie. Oui. Et vous pouvez déjà aller vous renseigner si vous le souhaitez auprès de la préfecture. Ils vont vous expliquer un petit peu en quoi consiste le titre de séjour visiteur, quelles sont les conditions à remplir. Je vous dis, tout en sachant que les démarches elles seront faites de là-bas de toute façon et pas d'ici. D'accord, oui, ça marche. D'accord. Et les conditions, à votre avis, ça doit être le travail, le logement et tout, c'est ça? Non, pour le titre de séjour visiteur, c'est des ressources. En fait, la personne s'engage à ne pas être une charge, pour l'État, c'est-à-dire elle va prouver qu'elle a suffisamment d'argent pour subvenir à ses besoins le temps où elle sera en France. Et c'est surtout cette condition-là qui est la condition principale. D'accord, parce que et elle doit s'engager à ne pas travailler.
Pardon? Et elle doit s'engager à ne pas travailler. En fait, la personne s'engage à ne pas travailler en France. Oui, c'est pas un problème. Ok. Ouais, mais D'accord. en plus, je crois que ça s'applique même pas aux Algériens. Vous m'avez dit, elle est en Algérie? Elle est en Algérie? Oui, elle est en Algérie. Ouais, alors faudra qu'elle demande au consulat ce qui se rapprocherait ce qui se rapprocherait de ce titre de séjour-là, parce qu'il n'existe pas le titre de séjour visiteur pour les Algériens, je crois. Je vais vous dire comment ça s'appelle exactement. C'est en fait, ça s'appelle un certificat de résidence visiteur. Ah voilà, certificat de résidence visiteur. De résidence visiteur. Ouais. Visiteur. Oui, elle va se renseigner auprès du consulat là-bas. D'accord. Oui. Et ça, on doit avoir des contrats et tout parce que on est avec des CDD intérimaires. On n'a pas non, en fait, vous entrez pas en jeu dans l'analyse de son dossier. Dans le sens où que pour qu'elle puisse avoir ce certificat de résidence d'un an visiteur, il faut qu'elle s'engage, elle, à ne pas travailler et qu'elle ait des ressources suffisantes. D'accord. Ce qui correspond à peu près. Des ressources. Il faut qu'elle arrive à justifier. Après ça dépend vraiment des. Par des virements bancaires peut-être. Des situations. Non, il faut qu'elle prouve qu'elle aurait à peu près 1 an de SMIC. Voilà. Un an de SMIC. Voilà. De là-bas. Oui. D'ici. En gros, 12 000 euros à peu près. Il faudrait qu'elle prouve qu'elle a 12 000 euros. Ouais, voilà, vous lui faites un virement de 12 000 euros et voilà. Je suis pas récité, hein. Ah bah oui. C'est pas grave, ça va, ça marche. Merci beaucoup. Ok, ça marche, on s'en occupe pour ça. Bon, donc, bah voilà. Si elle a des fonds comme ça, bah voilà. peut-être ça ira plus facile. Bah voilà. Ouais. Merci beaucoup, c'est gentil. Allez. C'est vraiment un plus, ça vaut la peine pour rappeler. Hein. Merci beaucoup. Tant mieux, on est ravis en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, bon week-end. Bon week-end. Salut, bye bye. Bah merci à Maître Maghrebi. Ah, désolé, on avait une autre auditrice. On la rappellera pour la semaine prochaine, Maître, d'accord? Oui. Pour cette nouvelle auditrice, beaucoup d'appels pour Maître Maghrebi encore une fois. Quel succès, Maître. On est ravis. Je vous rappelle le numéro de téléphone si vous voulez contacter Maître Maghrebi pour prendre un rendez-vous avec elle. N'hésitez pas. Si vous avez un souci avec votre dossier, vous voulez entamer des démarches, des procédures, eh bien vous l'appelez à son cabinet. Pour les rendez-vous, c'est le 06 12 14 34 96. 06 12 14 34 96. Maître Maghrebi, on vous laisse conclure cette émission d'aujourd'hui, évidemment. Merci Medjahid. Merci à tous les auditeurs pour tous vos appels. Merci pour votre soutien. C'est ça fait chaud au cœur, hein, comme à chaque fois. Oui, dis-nous Medjahid. Rapidement, allez-y Maître. Et tu m'as coupé, tu vois, dans ce que j'étais en train de dire, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, c'était un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine. Faites attention avec le froid qu'il fait. Et puis surtout, malgré le froid, comme je vous le dis à chaque fois, de façon très sérieuse, parce que je suis très sérieuse, vous avez des droits. Donc s'il vous plaît, faites-les respecter. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Chut, la radio qui vous écoute.